Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Salon de Provence, j'ai le plaisir d'interviewer Philippe Véran, un serial entrepreneur à la tête de plusieurs dizaines d'entreprises au sein de sa structure, avec des sociétés notamment comme Racer pour les sportifs ou Biotech Dental, le leader européen des implants dentaires. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux, Salon de Provence ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Vous allez découvrir avec Philippe le parcours d'un entrepreneur passionné ou tout simplement de quelqu'un de passionné qui s'engage d'abord dans le business sur le secteur médical et puis par passion sur le sportif. Il va notamment croiser récemment la route d'un certain Teddy Riner. Ce passionné est évidemment engagé au sein de son territoire, la Provence et plus particulièrement Salon, où il va avoir un rôle associatif, président de club, tout pour le rayonnement de sa ville, et également politique. C'est parti. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur Extramuros. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je sais pas comment te présenter. Entrepreneur, président de foot, engagé en politique, engagé tout court. Dis-moi, voilà, comment on fait? Père, grand-père, mari et entrepreneur. C'est un peu- Euh, on va voir tes multiples talents, mais qui tournent autour de l'entrepreneuriat quand même et de l'engagement pour ton territoire, qui est Salon, pas très loin de Marseille pour ceux qui ont besoin de situer la ville. Tu as eu un début de carrière en tant que dans l'expertise comptable, c'est bien ça, mais ensuite qui t'a amené à monter une activité qu'on va dire de family office qui t'a fait toucher à plein de choses passionnantes. On va y venir. Et quand je vois ton parcours et quand je vois tout ce que tu as fait, j'avais juste envie de commencer, moi qui suis entrepreneur aussi et qui avait l'impression d'être actif avant de lire ce que toi tu fais, à quoi ressemble ta semaine pour arriver à faire autant de choses? En fait, ma semaine, elle commence le dimanche et elle se finit le dimanche. Donc, en fait, ma semaine, c'est tout le temps. Donc, ça, c'est d'abord ça, l'histoire de ma vie. Donc, mes entreprises, c'est ma passion. Donc, je suis avant tout quelqu'un d'extraordinairement passionné par mon métier. Et tout ce que je peux entreprendre aujourd'hui, je le fais aussi par modèle. Je suis subjugué par les grands ouvrages architecturaux et j'ai malheureusement pas eu, je dirais, cette possibilité dans ma vie donc d'être un grand architecte ou un grand entrepreneur de maçonnerie. Mais en tous les cas, ce que j'aime, c'est dans mon métier, c'est qu'il y ait quelque chose qui reste. Donc en fait, je prends mon métier comme celui d'un bâtisseur d'entreprise et j'aime que mes entreprises vivent, me survivent et voilà. Et j'aimerais évidemment que les entreprises que j'ai créées restent toujours celles qu'elles sont et puis évidemment de devenir plus importantes. Mais en tous les cas, c'est aussi une grande satisfaction, par exemple, pour les entreprises que j'ai vendues, de les voir continuer à grandir. Et voilà, c'est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et voilà, c'est un peu comme ça que je rythme ma vie et c'est comme ça que ma vie est rythmée. Et voilà, et c'est comme ça qu'après, c'est compliqué aussi d'avoir autre chose dans sa vie que sa passion. Comme tous les gens très passionnés, cette passion, forcément, elle dépasse un peu tout. Mais voilà, il faut assumer ça. Ben, c'est parce que moi je vois que tu es, alors tu me corriges si c'est plus le cas, mais président d'un club de foot, évidemment dirigeant de multiples entreprises au travers de ta structure, de ton family office,
engagé aussi dans la French Tech ou des engagements entre le pro et le perso pour faire vivre tes filières, pour faire vivre ton territoire aussi à la mairie de Salon. Tu as une semaine type, comment tu arrives à t'organiser pour que tout ça fonctionne et au vu des résultats, ça fonctionne quand même plutôt très bien. Alors, déjà, comme je l'ai dit et comme tu l'as compris, mon emploi du temps, il est rythmé par l'entreprise. Donc, au fond, toutes les activités que j'exerce, elles le sont dans le cadre de l'entreprise avec un grand E. Donc, tu citais tout à l'heure le club de foot de Salon. Donc, je suis président de cette association depuis 2006. Donc, je dois être un des plus vieux présidents en exercice, dans la durée de mon mandat. Euh, Aujourd'hui, cet engagement associatif, il est complètement intégré, je dirais, aussi bien dans la gestion de mon agenda que dans la gestion tout court de cette association, comme le sont toutes les entreprises de mon groupe. La mairie de Salon, c'est pareil. Mon mandat, et c'était un accord avec le maire, puisqu'il savait que j'étais quelqu'un d'extraordinairement occupé. Donc, je ne pouvais pas assumer les représentations, donc je pouvais pas, donc j'assumais les conseils municipaux et c'est tout. Et pour le reste, je traite mes dossiers et les dossiers qu'ils me confient et je les traite dans le cadre, je dirais, de mon emploi du temps professionnel. Donc, je ne reçois jamais en mairie, je reçois toujours dans mon bureau, dans mes entreprises. Et c'est voilà, c'est une règle de base parce qu'autrement, on peut pas, fait aucun entrepreneur peut aujourd'hui assurer de mandat politique si il doit faire un choix quel qu'il soit entre ses entreprises et son mandat politique. Enfin, en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, je ne ferai jamais le choix d'un mandat politique au détriment de mes entreprises. Donc c'est une façon, je dirais, de gérer son emploi du temps qui est un peu particulière. Avec, j'ai une assistante, évidemment, qui m'aide dans la gestion de cet agenda, mais par contre, je suis maître de savoir qui je vois. Donc, c'est toujours moi qui lui demande de me caler des rendez-vous et c'est jamais elle qui me cale des rendez-vous d'office. Donc ça aussi, j'ai aussi cette liberté de voir qui je veux et de choisir. Voilà, c'est un grand privilège, mais c'est aussi une façon de pouvoir continuer à être passionné et de pouvoir aimer ce que l'on fait. Donc il y a assez de choses, je dirais, difficiles dans la vie d'un entrepreneur pour pas en plus s'ajouter, je dirais, des missions ou des rendez-vous qui n'ont aucun sens et pour lesquels vous n'avez pas nécessairement d'envie particulière de perdre du temps. Très clair. Ressource précieuse, le temps. Du coup, tes journées, elles s'étendent jusqu'au soir tard et du coup, les week-ends? Alors oui, moi je suis, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tous les cas, je dors très très peu. Donc je suis levé quand pas mal de personnes aussi se couchent. Et donc voilà, ma vie, elle se rythme entre voilà, autour de 4h30, 5h. Donc sport obligatoire tous les matins au lever. Et après, je dirais, la journée professionnelle peut commencer. Et après, les journées de l'entrepreneur type, elles n'ont pas forcément je dirais, d'heures particulières à laquelle on finit. Voilà, ça peut être après un dîner avec un client à minuit, comme ça peut être rentrer à 19h le soir du boulot. Donc voilà, là, j'ai pas d'horaire particulier, mais oui, ça commence très tôt et ça finit souvent assez tard. Et après, quand on est chez soi, on pense aussi, voilà, c'est compliqué de couper, clairement. Donc moi, les gens qui coupent, j'adore. Il faudra qu'ils me donnent les recettes. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je pense en permanence à mes entreprises. Je pense en permanence voilà. Encore une fois, c'est ma passion. Donc je crois que c'est ça qui fait que j'y pense constamment. Donc c'est pas un souci pour moi. C'est presque un plaisir. Bien sûr. Et sur les terrains de foot les week-ends? Alors les week-ends, j'ai fait beaucoup au début en tant que président. Bon, d'abord j'ai été joueur aussi, mais j'ai été beaucoup en tant que président. J'ai beaucoup suivi mes équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon emploi du temps fait que j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir être au bon endroit au bon moment. Donc c'est quand je peux, je peux. Quand je peux pas. Mais voilà. Mais il n'y a pas non plus de pression particulière à ce niveau-là et de contraintes particulières. Donc si je dois y aller, j'y vais parce que c'est un plaisir. Mais encore une fois, gérer un club de foot, c'est pas nécessairement aller voir son équipe première au stade, c'est s'occuper de l'avenir, je dirais, de gamins qui apprennent au final ce jeu qui est merveilleux, qui est le football. Et ma mission avant tout, c'est ça. Donc, ça donne un sens aussi à leur vie. Et après, c'est pas pour ça qu'ils seront footballeurs professionnels un jour. Donc, ça, c'est un autre débat.
Ouais, je peux confirmer, parce que moi aussi j'ai été joueur, j'ai essayé, Voilà. mais j'ai quand même pris pas mal de plaisir. J'ai même aussi été président d'asso de foot. J'étais pas assez bon pour ça, ouais, de toute façon. Ouais, ouais, non, moi non plus. Mais est-ce qu'il y a un point commun? Parce que dans l'orga, de tout, que ce soit de l'asso ou du pro, autour de toi, comment tu aimes bosser pour arriver à faire autant de choses? Est-ce que tu arrives à déléguer facilement, à avoir le flair pour bien t'entourer? Est-ce qu'il y a un peu une recette que tu appliques partout, que tu constates a posteriori sans forcément l'avoir conscientisé au départ? Comment tu fais? Alors, si, c'est quand même un peu une recette aussi, quelque part moi, je pense qu'on ne peut pas faire autant de choses si de toute façon on n'a pas autant de possibilités de pouvoir, à un moment donné, faire confiance. Et donc, dans toutes ces différentes activités que je peux avoir aujourd'hui, il y a nécessairement une ou des personnes donc, qui sont déléguées à gérer soit des entreprises, soit j'ai un vice-président qui s'occupe de la partie sportive, par exemple, du club de foot. J'ai aussi une trésorière qui est aussi ma secrétaire générale, donc qui s'occupe, par exemple, de la trésorerie de l'association. Donc, j'essaie toujours de placer les personnes, mes tiers de confiance, donc dans les fonctions qui le méritent. Et pour ce qui s'agit plus particulièrement du business, je suis souvent associé à des vrais entrepreneurs. Enfin, en tous les cas, c'est ça que j'essaie d'initier ou de trouver dans les bons profils, c'est trouver des vrais entrepreneurs, des vrais patrons qui ont cette fibre de pouvoir gérer leur entreprise sans forcément être l'associé minoritaire d'un family office ou de Philippe Véran. Donc c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Et c'est très souvent le choix aussi entre le très bon dirigeant que l'on va prendre totalement salarié, par exemple, d'une de mes entreprises, de mon groupe, et ensuite l'associé entrepreneur. C'est je dirais, deux profils très différents qu'il faut arriver à déterminer. Et suivant les besoins, il faut avoir ces deux profils. Voilà, donc après, je dis pas que je me trompe pas, c'est archi faux. Donc, bien sûr. Non, mais quand on a fait autant de choses, en général, Et voilà. statistiquement, il y a forcément une erreur ou deux qui se glissent. Non, Mais comment tu envisages ton rôle, du coup, avec ces deux types de profils pour que ça marche bien? il y a toujours, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait un rôle de mentorat. C'est-à-dire qu'il faut toujours que, en fait, c'est intéressant ta question parce que si j'analyse aujourd'hui les échecs que j'ai pu avoir dans ma vie en tant qu'entrepreneur et investisseur, on ira, j'ai toujours eu du mal au fond sur les profils qui voulaient rivaliser. Et c'est pas méchant, c'est pas un manque d'humilité hein, du tout, mais, mais simplement, en fait, moi, j'envisage pas ce rôle-là comme étant les personnes qui sont là, elles n'ont pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Si elles sont là, c'est parce que je pense qu'elles, Tu leur fais confiance. je leur fais confiance et c'est parce que je les ai choisies qu'elles doivent réussir et prospérer. Mais donc c'est cette espèce de rivalité rivalité qu'on peut mêler après avec jalousie et c'est ça qui crée souvent l'échec. Donc le résumé de ça aussi, c'est de dire que quelles que soient les activités que l'on fait, il n'y a pas de secteur privilégié. Il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, mais en tous les cas, la règle sur les entreprises qui réussissent, ce sont toujours des entreprises où les dirigeants sont performants, quelle que soit l'activité. Et celles, à l'inverse, qui ne réussissent pas, c'est forcément c'est forcément une erreur humaine. Quand je dis erreur humaine, c'est dans le choix du casting, dans les décisions qui ont pu être prises, mais en tous les cas, c'est vraiment ça c'est vraiment ça la difficulté. Donc aujourd'hui, il faut arriver à trouver les bonnes personnes et aussi avoir cette capacité à pouvoir, je dirais, fonctionner avec moi. Donc pour résumer, il faut plus que je sois une espèce de mentor ou d'exemple. Alors en vieillissant, c'est plus facile, donc forcément, il n'y a plus que des gens. Donc il y a au moins cette relation, je dirais, voilà, d'expertise qui est de mon côté parce que j'ai vécu. Et au fond, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, c'était plus compliqué sur voilà, des espèces de rivalités à mon sens, ne devaient pas exister et qui ont été plutôt je dirais, le fief d'une chose alors qu'il fallait s'occuper de l'entreprise. C'était ça la réalité des choses.
Donc mes échecs, je les situe plutôt de façon plus personnelle et humaine, je dirais, que secteur d'activité particulier. Et dans ce rôle de mentor, et concrètement, il se manifeste comment? Il s'organise comment? C'est des boards, c'est des réunions, c'est un coup de fil n'importe quand? C'est comment tu l'organises en ayant autant d'activités? Alors, il y a forcément des points de passage, donc, mais c'est certainement pas sur un board, une assemblée générale ou une réunion à laquelle on a dit qu'il fallait assister tous les mois. Donc ça, évidemment, j'ai essayé dans ma vie, hein, donc j'ai essayé tout ce qui peut être possible, inimaginable, je dirais, dans Le process pour que ça marche, ouais. voilà, lire les bouquins, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire à Philippe pour être sûr que tu vas rien louper, bon bref. Donc tout ça, ça va marcher. Ce qui fonctionne, en fait, c'est la compréhension entre le dirigeant et moi de ce que je peux lui apporter et des questions qu'il doit me poser sur l'importance des sujets. Et l'importance des sujets, c'est pas nécessairement, je dirais, voilà, le sujet à 1 million d'euros. C'est pas ça. L'important, L'impact EBITDA immédiat, ouais. c'est lui. Donc c'est lui qui va venir vers moi sur qu'est-ce que tu penses de ce recrutement ou j'ai un souci avec. Ou, voilà. Donc quel que soit le niveau, c'est lui qui doit définir, je dirais, l'importance de ces problèmes. Et moi, je dois l'écouter. Donc, et clairement, aujourd'hui, c'est ce que je fais avec tous mes managers de filiales. En fait, je les écoute. Alors après, ça, c'est le côté input de leur part. Après, il y a le côté input de ma part. C'est un bon exemple. Ce matin, j'ai passé 2 heures sur la gestion de tous les laboratoires du groupe Biotech, un par un. Et voilà, avec un labo en particulier sur lequel j'ai passé plus de temps parce qu'il y a des problèmes. Mais voilà, donc cette règle, c'est eux qui viennent vers moi et c'est moi qui viens vers eux quand aussi je dois avoir quelque chose. Et après, c'est pour ce qui me concerne, c'est un contact permanent avec eux sur tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux. Voilà. Et ça, c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça ne veut pas dire qu'ils doivent me répondre, mais j'ai une idée, j'envoie. Donc voilà, tiens, je dis ça, c'est important pour cette société, ça, c'est important pour ça. J'ai vu une pub, je prends une photo, tiens, je dis ça, c'est bien pour. Voilà, donc en fait, ça fait vivre en permanence, je dirais, notre relation et au fond, plutôt que d'attendre, de se dire, ben voilà, j'ai le board rasseur tous les mois à telle heure, un peu comme un fonds d'investissement et c'est pas du tout ça ma vie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de s'organiser et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans mon groupe. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que ça me va bien, hein. Pour vraiment illustrer ça et pour qu'on mesure à combien de managers tu penses dès que tu vois quelque chose qui t'inspire ou tu as une idée. Est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui, présenter aujourd'hui ton family office, ou je sais pas comment tu l'appelles, pour savoir quelles sont les activités qui y sont, les thématiques et les entreprises? Alors, déjà, alors Family Office, c'est ce qu'on peut dire quand on doit se présenter pour que les gens comprennent ce que nous faisons. Mais au fond, c'est pas du tout ce que nous sommes, hein. Donc, cette société, je l'ai créée avec mon associé que j'ai eu le malheur de perdre en début d'année dernière. Euh, mais donc, cette entreprise, parce qu'en fait, c'est une entreprise qu'on a créée, on avait, je dirais, on l'appelle toujours comme ça d'ailleurs entre nous, mais on appelle ça un conglomérat parce que ce qui ressemble le plus, alors évidemment, on n'est pas un conglomérat américain, hein, donc un conglomérat à taille provençale, je dirais. Mais en fait, c'est pour dire que conglomérat, je trouve que le mot définit bien ce que nous sommes. C'est tout est agrégé. Et en fait, c'était ça notre souhait avec Bruno quand on a créé Upperside. Alors, déjà, alors Family Office, c'est ce qu'on peut dire quand on doit se présenter pour que les gens comprennent ce que nous faisons. Mais au fond, c'est pas du tout ce que nous sommes, hein. Donc, cette société, je l'ai créée avec mon associé que j'ai eu le malheur de perdre en début d'année dernière. Euh, mais donc, cette entreprise, parce qu'en fait, c'est une entreprise qu'on a créée, Mmh. on avait, je dirais, on l'appelle toujours comme ça d'ailleurs entre nous, mais on appelle ça un conglomérat Mmh. parce qu'il ressemble le plus. Alors évidemment, on n'est pas un conglomérat américain, hein, donc un conglomérat à taille provençale, je dirais.
Mais en fait, c'est pour dire qu'au conglomérat, je trouve que le mot définit bien ce que nous sommes. C'est tout est agrégé. Et en fait, c'était ça notre souhait avec Bruno quand on a créé Uppertide. C'était et dès le départ, hein, pourtant on avait qu'une entreprise, c'était le tout petit biotech, et après la première entreprise qu'on a rachetée, donc c'était Raster. Euh, et en fait, c'est de se dire voilà, ces entreprises, on va les intégrer et on va les gérer, on va les, même si demain c'est pas nous qui ferons le day-to-day business, c'est des entreprises qui seront notre âme. Donc ça, c'était très important. Donc ça ne veut pas dire être actionnaire majoritaire forcément. Bon, dans les faits, oui, mais c'est pas que le fait d'être actionnaire majoritaire, c'est le fait vraiment de s'en occuper, d'en être responsable. Donc ça veut dire déléguer tous les services évidemment classiques que vous pouvez avoir sur une holding aujourd'hui, RH, administratif, finance, contrôle de gestion. Donc tout ça a toujours été très intégré depuis le départ. Et puis c'était un peu ma vocation en tant qu'expert comptable. Donc ça, je savais bien faire. Mais surtout, ce qu'on a voulu agréger, ce sont des métiers qu'on considérait, comme d'ailleurs les grandes divisions que je viens un peu de nommer, comme étant très, très, je dirais, je trouve même pas le mot, hein, le bon terme, mais très, très consommatrice de cash, comme la logistique, par exemple, pour une petite entreprise. Les affaires réglementaires et qualité, pareil. Donc ces départements-là, pour une petite boîte comme nous dans le médical qui démarrions, ben, si vous avez 3 petites boîtes dans le médical avec 3 services à affaires réglementaires, ben voilà, vous additionnez les coûts. Et donc on a toujours eu cette volonté de vouloir en fait essayer de fixer la valeur sur les départements qui en valaient le plus de la peine. Et très clairement, et c'est ce qui dicte un peu et ce qui continue à dicter, je dirais, ma carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est le commerce, donc le marketing et le commerce, et la R&D. Donc ce sont vraiment je dirais les grands vecteurs aujourd'hui sur lesquels on donne tous les moyens possibles et inimaginables à nos entreprises parce qu'elles doivent être autonomes sur ces créneaux-là. Après, pour le reste, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mutualiser. Et on le voit à notre niveau, on est un parfait exemple de ça. Je prends par exemple la logistique du groupe. Aujourd'hui, j'ai une société qui gère la logistique hormis Biotech qui est autonome, mais pour toutes les autres sociétés. Donc c'est une société du groupe qui gère la logistique de toutes les sociétés du groupe, qu'elles soient textiles, qu'elles soient médicales, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient... Voilà, donc on a vraiment essayé de mutualiser le maximum, je dirais, pour nous, de métiers qui étaient... voilà, au fond, qui étaient des métiers qu'on pouvait mutualiser sans trop de difficultés. Et on donne à l'inverse, donc, à des petites entreprises une possibilité d'être, au fond, comme les grandes. Donc, quand on a démarré, par exemple, dans la cosmétique, on avait la possibilité de livrer en pharmacie tous les jours. Et les gens disaient, mais on ne comprend pas, nous, en principe, on est livré une fois par semaine, il faut prendre rendez-vous tel jour, hein, alors que vous arrivez à... Mais oui, parce qu'on avait dans l'entreprise, on avait cette culture, je dirais, de pouvoir donner ce service-là. Et ce sont de bons exemples, à mon sens, pour pouvoir, quand on n'est pas très riche comme nous, pour pouvoir donner en gros, c'est répartir au fond les moyens et essayer de fixer le plus de moyens possible à ce qui me paraît être les choses les plus importantes dans une entreprise. Maintenant, évidemment, il faut que ce soit bien géré, il faut que c'est pas moi qui... Bien sûr. Mais pour bien comprendre, ces fonctions support sont en haut dans ton conglomérat, ou ça fait partie, c'est une des sociétés du conglomérat qui fait la logistique, qui va faire la R&D, qui va être une force commerciale. Est-ce que c'est en haut ou à côté? Non, la R&D et la force commerciale, elles ont toujours été propres à chacune des entreprises du groupe. Donc ça, on l'a toujours identifié. Ça, c'est important pour toi et ça doit rester dans l'entreprise. Complètement. Après, tout le reste, en tous les cas, on a pu le mutualiser. Et quand les entreprises grandissaient, évidemment, on leur donnait les moyens de leur autonomie. Et donc, elles s'autonomisaient toutes seules de façon complètement naturelle. Et c'est ce qu'on a fait avec des entreprises qu'on a créées et vendues, comme Elitech, comme Polyshape. Biotech aussi est un bon exemple, puisque voilà, on avait la partie ortho qu'on a vendue, on a gardé la division dentaire qui est devenue une entreprise, donc on a aussi autonomisé. Mais dans Biotech aujourd'hui, je gère Biotech comme avec une tonne de services support et en dessous, je sais pas, il doit y avoir une quarantaine de filiales en dessous de Biotech qui aujourd'hui sont pour la plupart toutes complètement dépendantes de services support
de la maison mère. Donc en fait, cette espèce C'est maison mère, du coup, ok. Mm. cette espèce d'organisation d'héritage, on l'a réalisé un peu partout. Et j'ai oublié l'IT aussi. L'IT a été mis pour biotech qui maintenant est séparé. Mais l'IT aujourd'hui est une fonction complètement mutualisée dans le groupe. Par contre, par exemple, chaque société peut avoir ses développeurs en intelligence artificielle aujourd'hui, ce qui est un des nouveaux dada, je dirais, de notre groupe depuis quelques années, et où aujourd'hui, plutôt qu'avoir 30 développeurs en AI sur un plateau dans un coin faisant du textile, du machin et du truc, là aussi on a spécialisé nos gars et ils sont tous rattachés à une entreprise en particulier. Donc, et là, à un métier. Donc c'est aussi pour nous, c'est de la R&D. Hein, donc pour nous, c'est de la R&D, c'est plus de l'informatique support. Alors que les gens qui dépannent les ordi ou qui gèrent les ERP, je dirais pour déployer X3 ou Sage, voilà, on n'a pas besoin de les avoir partout dans l'entreprise, ils sont mutualisants. Donc c'est ça qu'on a essayé voilà. Très malin. Très malin, parce que du coup, tu peux avoir une société un peu petite dans ton groupe, mais qui a les services d'un grand groupe au-dessus, quoi. C'est exactement ce qu'on dit. On est le Canada de, voilà, les entreprises sont. Non, non, mais c'est exactement ça. On donne à des petites entreprises une dimension tout de suite beaucoup plus importante. C'est valable aussi pour les RH. Aujourd'hui, des gens qui sont dans le groupe Upperside, donc ils ont un logiciel de gestion RH unique, ils ont une centralisation RH souvent unique, ils ont. Alors, ils font des métiers très différents. C'est pas une unité économique et sociale, mais néanmoins, voilà, on utilise une chatbot RH, on utilise ouais, et chaque fois qu'il y a des postes dans le groupe qui sont ouverts, ils sont donnés en priorité aux gens qui dans le groupe souhaitent changer de métier s'ils le souhaitent, changer de vie, aller travailler dans d'autres pays. Donc ça donne aussi une espèce de dimension, d'abord une appartenance, une double appartenance, donc à la fois dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent et aussi pour la maison mère au-dessus, pour laquelle Qui voilà, apporte un vrai service, quoi. voilà, Qui est pas qui est pas le l'action phénomène du coin. dormant qui vient relever les compteurs. Absolument. Très clair, très clair. Nous, on fait un peu pareil chez Newton. On donne tout de suite des locaux à des petites boîtes c'est comme la pub d'avant, elle a tout d'une grande, quoi. C'est du jour au lendemain, elle a tout d'une grande et on a la même qualité que le siège parisien, où qu'on soit en France. Et Ça, pour finir de comprendre, du coup, ouais, j'imagine qu'il y a forcément des redevances. Après, tu vas pas nous donner tous vos chiffres et tout votre, mais c'est ça, j'imagine. oui, Il y a services payés au support. voilà, tous les services sont payants. Alors, tous les services sont payants, maintenant, c'est pas pour ça qu'ils sont tout le temps payés non plus. Donc, ça aussi, on fait dans notre rôle d'actionnaire majoritaire qui aide évidemment les filiales du groupe. Voilà, donc, mais par contre, tous les points de dépenses, en tous les cas, tout ce qui est apporté est quantifié. Donc, c'est pas pour ça que ce sera forcément payé, mais en tous les cas, c'est facturé. Et c'est comme ça que notre groupe fonctionne depuis 25 ans maintenant. Donc ton groupe s'est développé surtout sur le médical, mais il y a aussi sport et loisirs, cosmétiques et industrie. C'est toujours les quatre thématiques Non, alors, aujourd'hui où il y en a. non, aujourd'hui, Ça a bougé. ouais, alors sport et loisirs, c'est plutôt bien-être aussi, parce que maintenant on a pas mal investi dans des restaurants, pâtisseries, bientôt boulangerie, donc on a tout et hôtellerie, donc on a un pôle là qu'on est en train de créer, structurer. Hein, donc on l'a fait d'abord par opportunité et par plaisir. Maintenant, on est en train d'en faire un vrai business structuré. Mais pareil autour de femmes et d'hommes. Hein, donc c'est pas autour d'activités, c'est vraiment parce qu'on a rencontré des hommes et des femmes D'accompagner des projets. ouais, qui sont remarquables et qu'on essaie de structurer autour de ça. Donc le médical évidemment, donc c'est voilà, c'est le cœur de notre. Et quand je dis le médical, c'est presque le dispositif médical, hein, donc le medical device. Donc c'est ça notre cœur de métier, hein, réellement. On a fait ça quasiment depuis 25 ans. C'est toujours ce corps de métier qui a permis, je dirais, d'aller chercher des activités ailleurs qui parfois ont été, je dirais, des révélations dans le métier du médical. Si je prends l'exemple de Polyshape, c'est un merveilleux exemple.
donc cette société qu'on a créée dans l'impression 3D donc en 2005, a révolutionné en tous les cas notre ADN, je dirais, de fabricant de dispositifs médicaux, puisqu'aujourd'hui, chez Biotech Dental, on fabrique par exemple des millions de produits sur mesure, donc pour des patients, et en utilisant aussi bien des logiciels de conception 3D maison, donc créés par nous, comme aujourd'hui sur des machines évidemment d'impression 3D qui n'ont pas été créées par nous pour le coup, mais qui ont été, enfin, que cette techno, on l'a apprise et on l'a maîtrisée grâce à Polychef. Donc voilà, parfois il peut y avoir l'IA, c'est pareil. Je dirais on n'a pas intégré l'IA réellement en tout premier lieu sur nos métiers, je dirais, du médical. Mais c'est après, par la suite, quand vous avez mis un doigt sur quelque chose dans une startup qui déjà parlait de deep learning, sur reconnaissance, donc plus sur des gestions de sites internet, et où on s'est dit, mais voilà, ça aussi, chez nous, de la capture d'image et de la reconnaissance d'image, faire travailler aujourd'hui des gens sur des photos, des radios, voilà, donc ça, c'était le cœur aussi de notre apprentissage de l'IA dans le médical, mais c'est pas venu forcément du médical non plus. Donc C'est la vertu de ton conglomérat provençal qui fait on a, que tu as des best practices qui se diffusent. ouais, on a toujours un intérêt de trouver. Aujourd'hui, on a beaucoup dans le marketing de biotech, on a beaucoup de choses qui sont initiées autour du luxe, autour de la cosmétique, autour de métiers qu'on a appris aussi parce qu'ils étaient terriblement importants et on les a appliqués sur un modèle B2B. Le marketing médical il y a 15 ans, c'était à pleurer. Aujourd'hui, le marketing médical, on se rapproche des codes du luxe parce que voilà, parce que tout le monde. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie montée aujourd'hui, en tous les cas, en gamme, en service. Avant, il fallait aller chez Porsche pour avoir un café quand vous alliez acheter une voiture. Aujourd'hui, vous allez chez Dacia ou vous avez un café ou chez Renault, vous rentrez. Donc, les gens ont la culture du service, la culture du beau. Donc, et quel que soit le prix au final, parce que c'est ce qui est mérité, voilà, quel que soit le niveau d'investissement ou de dépense qui doit être fait, quand il y a une dépense, on peut prendre je sais pas, les magasins Lidl par exemple. On regarde un Lidl il y a 20 ans, un discounter, et un Lidl aujourd'hui. Voilà, pourtant voilà, ça reste des gens qui ont inventé le discount, mais c'est pas pour ça que quand vous rentrez dans un magasin Lidl, vous avez l'impression de ne pas être bien accueilli, ou c'est pas beau, ou c'est voilà. Donc je trouve qu'on a beaucoup à gagner en tous les cas à apprendre de toutes ces activités, tous ces business, et après les appliquer dans vos métiers, quels qu'ils soient, parce que les codes sont forcément toujours les mêmes. Enfin, en tous les cas, les codes de la réussite. Ah, tu nous les donnes alors? Non, mais je sais pas, enfin, je dis toujours les codes de la réussite pour ceux qui l'ont fait. Moi, je ne me l'applique pas nécessairement à moi-même, mais je pense que Louis Vuitton ne serait pas ce qu'est Louis Vuitton aujourd'hui voilà, si un jour il n'y avait pas eu à la tête de ce groupe-là une personne qui pense avant tout le monde que ce qu'il allait bâtir dans toutes les activités de son groupe de luxe, ce serait sur les mêmes codes. Donc, et les mêmes codes, c'est la perfection du service, la beauté du produit, le marketing qui va avec, la communication qui va avec, les gens qui sont embauchés qui vont avec. Nous, je prends nos assistants de vente aujourd'hui chez Biotech Dental. Notre ADV, c'est une conciergerie. C'est pas une ADV, c'est une conciergerie. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des plateformes web, des chatbots qui peuvent répondre, je dirais, qui font le service de l'ADV. Mais quand vous devez avoir une intervention humaine, il faut que cette intervention humaine, elle apporte plus qu'un ordinateur que l'algorithme. Donc voilà, et je trouve que ces codes-là, encore une fois, ça coûte pas plus cher. Et c'est bien aussi on s'aperçoit aussi que les gens qui le font, ils le font mieux quand on leur donne, je dirais, une vue de leur métier qui est très différente. Donc, Bien sûr. Et du sens à ce qu'ils font, quoi. absolument.
Pour rendre encore plus concret tes activités et peut-être parler de biotech, est-ce que tu peux nous présenter cette activité et l'histoire autour de La cette biotech, entreprise? c'est une histoire qui commence. Je suis jeune, je ne suis pas encore expert comptable. Je fais mon stage d'expertise comptable dans un cabinet d'expertise comptable à Avignon, qui m'a recruté pour faire exclusivement de l'audit, mais qui me dit, ben, pour faire ton stage, il fallait absolument que je fasse un peu d'expertise comptable. Et celui qui deviendra mon associé ensuite me dit, ben, tu sais, tous les nouveaux dossiers, tu vas les prendre et tu vas faire ton apprentissage sur ces nouveaux dossiers d'expertise. Et voilà, mon premier dossier, c'est biotech, avec le docteur Poulmer qui crée sa société avec son implant dentaire dedans. Et le second, c'est celui qui sera mon associé, qui deviendra mon associé, qui avait une société de distribution de matériel orthopédique. Donc voilà, après on dit que les choses sont écrites dans la vie, ben oui, forcément elles sont écrites, puisque moi ça a changé ma vie, ces deux personnes-là ont changé ma vie, et, et ma carrière, je dirais, d'entrepreneur, elle est née au final de ces deux rencontres dans mon cabinet, qui n'était pas encore le mien, d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Donc après, ben, moi qui suis jeune expert comptable, dis tiens, un implant dentaire et des implants pour l'orthopédie, c'est à peu près la même chose. En tous les cas, ça va dans le corps humain. et, et le docteur Poumer, Il y a un point commun, quoi. il était pas trop avec ça. Il avait son petit brevet et il faisait fabriquer ses implants, mais à l'époque, c'était voilà, quelque chose de très nouveau. Le commerce, c'était pas forcément son métier puisqu'il était dentiste, donc il avait beaucoup de mal. Moi, mon ami, lui, qui était devenu mon ami, hein, donc ben, c'était un fou du commerce, du business, donc il aurait vendu euh, du sable aux Arabes, donc il était, voilà, il avait ça dans le sang, donc le commerce et le market, et je lui dis, tiens, Mono, qu'est-ce que tu penses c'est un implant dentaire, bon, ça, c'est pas une prothèse de hanche et de genou, mais why not, quoi. Ah, il me dit, allez, on prend, on y va. Voilà. Donc, et c'est comme ça que Biotech est rentré, je dirais, dans ce qui après est devenu notre groupe, hein, puisque là, pour l'instant, c'était pas encore notre groupe, c'était lui et sa société. Euh, il n'y avait pas de synergie particulière, pour être très clair, si ce n'est celle que j'ai évoquée au-dessus, qui ont été les premières synergies. Mais par contre, ce qu'on avait compris, c'est que voilà, quand vous vendez à un dentiste ou quand vous vendez à un chirurgien orthopédiste, même si les produits se ressemblent, c'est pas forcément la même chose et puis ce sont pas les mêmes clients. Donc il fallait vraiment avoir identifié les forces de vente. Et donc c'est comme ça que l'aventure biotech a démarré, donc vraiment de rien, hein, donc clairement. Sur ces entrefaits, Bruno a vendu son groupe à une société américaine qui était, je dirais, son fabricant enfin, il distribuait pour le compte d'une société américaine des implants en France. Donc ils lui ont repris son business qu'il a géré en direct. Et en fait, tout ce qu'il y avait à l'intérieur qui ressemblait pas de près ou de loin à de la hanche et du genou, ils ont dit ben, c'est tout, ça, tout le reste vous virez, et on l'a mis sous biotech. Donc c'est comme ça que l'implant dentaire est resté sous biotech, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes d'entrepreneur sur cette toute petite entreprise qui, quand je l'ai prise en main, faisait voilà, je crois que ça faisait 2 ou 3 millions de francs de chiffre d'affaires à l'époque. Et voilà, et puis c'est comme ça que l'histoire est née. Donc, et après, c'est devenu voilà, une histoire dingue. Donc, et voilà, et cette petite société, pour lui donner des moyens, ben, dans mon cabinet, j'avais rencontré quelqu'un qui était distributeur d'une marque américaine de machines pour la biochimie, donc il vendait à des laboratoires d'analyse. Ben, pareil, il s'en sortait pas parce qu'il avait ses commerciaux, ses affaires réglementaires, son comptable, son magasin, son machin, son truc. Et je lui dis, écoute, moi j'ai un petit groupe là, je pense qu'on peut arriver à essayer de sauver quelques trucs si ben, tout ce qui est fait aujourd'hui par ta boîte, tu vas garder uniquement ton savoir-faire, c'est-à-dire tes vendeurs, et puis tout le reste. Et c'est comme ça qu'Elitech est né, hein, donc pour dire. Elitech, ça c'était en 2001, et Elitech on l'a vendu en 2010, et ça faisait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc la partie biologie de biotech. Hein, donc c'est voilà, c'est dire voilà, qu'après on peut trouver, voilà, quand on a mis, je dirais, une allumette et que le feu prend bien, c'est ça qui est magique. Après, il y a des sociétés pour lesquelles on n'a pas la même réussite. Donc, voilà, Ce serait moi, trop beau. Mais du coup, comment ça marche? Tu arrêtes l'expertise comptable et tu te salaries et tu es à la fois actionnaire et salarié de ces boîtes?
absolument pas. Donc, j'arrête l'exercice comptable en 2011. Donc, c'est-à-dire que je reste 10 ans sur tous ces métiers. Donc, quand je dis qu'aujourd'hui, je suis occupé, donc avant, c'était même pas... Parce que, pour une seule et simple raison, la passion, je veux dire, et la passion, c'était la passion d'entreprise. Je pouvais pas laisser mes... J'avais, encore une fois, chez mes clients, le même degré d'investissement que ce que je pouvais avoir dans mon entreprise. Donc, ils allaient bien, j'allais bien. Ils allaient mal, j'allais mal. Ils allaient mal, c'était à cause de moi. Donc, il fallait que je trouve des solutions pour eux. Et je me suis, voilà. Et donc, c'était compliqué, hein. Donc, vraiment, je n'étais pas fait pour ça. C'est pour ça que voilà, les conseillers sont pas meilleurs. Donc, j'étais fait pour m'occuper de mes entreprises et de mon groupe. Mais je pense que j'ai été aussi un très bon expert comptable parce que comme un médecin voilà, parce que je vivais l'entreprise, j'adorais ça. Donc, moi, j'étais pas comptable lambda à analyser un bilan en disant voilà, vous avez dépensé plus, vous avez fait ci, voilà. C'est de comprendre pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça pouvait mieux marcher. Et voilà, donc j'avais cette curiosité permanente qui m'animait aussi dans le conseil. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal, au fond, à me séparer de mes clients. Ça a été une vraie rupture, hein. Bon, quand il a fallu le faire, je l'ai fait évidemment. Mais c'était pour moi presque comme un abandon, hein. Donc, pour la petite histoire, Ouais, voilà, dis-nous. quelques-uns de mes clients sont restés, d'abord, beaucoup sont restés mes amis, et beaucoup d'eux continuent de façon très, je ne vais pas dire souvent, mais de temps en temps, pour une problématique particulière, on m'appelle moi comme si j'étais toujours comptable, alors que ça fait 15 ans que c'est plus le cas. Donc, voilà, c'est Senior advisor. exactement ça. Mais Gratuit, en plus. c'est gratuit en plus, ouais. Mais voilà, donc. C'est quoi, il y a eu un événement qui t'a obligé à couper? Ou c'était devenu trop gros à côté? Voilà, trop gros à côté, bien sûr. Voilà. Trop gros à côté. Non, non, mais c'est clair. Oui, oui. Et puis de toute façon, après, c'était difficile de pouvoir embrasser les deux casquettes. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué au niveau législation, mais à l'époque, c'était déjà très compliqué. Et puis, il fallait faire un choix. Et ce choix-là, en plus, j'avais des associés dans le cabinet qui faisaient ça très bien. Donc, il y avait pas, vraiment la seule raison qui me poussait encore à pratiquer ce métier, c'était vraiment de le faire avec envie, avec mes clients, hein. Donc, c'est tout. Mais il n'y avait pas de raison, honnêtement, matérielle ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'est Donc, pour tu as ça que été longtemps à exactement. la fois associé de ton cabinet d'expertise comptable et expert comptable et actionnaire de ce groupe. Ouais, pendant 10 Voilà. ans. Absolument. Ok. Et Biotech aujourd'hui, du coup, c'est quoi les produits phares et pour qu'on comprenne bien les enjeux? La biotech de cette toute petite société microscopique qui était rien quand on l'a reprise et qui avait un implant dentaire fait par un brillant chirurgien dentiste français, le docteur Poulmer. Donc, aujourd'hui, Biotech, c'est le plus gros fabricant d'implants en France. Donc, et devant les majors américaines et suisses, hein. Donc ça aussi, ça prouve bien que rien n'est impossible. Donc clairement, que les recettes du succès, quels que soient les métiers, euh, ben voilà, c'est alors évidemment beaucoup de chance, ça c'est sûr, mais surtout aussi beaucoup de travail et beaucoup Pas d'abnégation que, en général, ça suffit pas. et beaucoup de résilience et voilà, et au final on y arrive. Donc quand on a les bons produits, les bons services, les bonnes idées, et puis peut-être aussi qu'on comprend, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai dans mon apprentissage. Je suis resté 2 ans directeur financier Europe de Biomet Merck, qui étaient les Américains qui avaient racheté la société De ton associé? Mhm. et donc il m'avait dit mais toi il faut que tu restes, c'est pas possible, voilà, tu vas t'occuper des finances et on va t'expliquer pourquoi tu vas t'occuper des finances, parce qu'en fait on est en train de merger avec nos activités en Europe avec une boîte allemande qui s'appelle Merck. Les deux boîtes sont cotées à Bourse, l'une en Allemagne et l'autre aux États-Unis. Et on a besoin d'avoir, encore une fois, quelqu'un comme toi qui vienne en plus nous. Et donc pendant 2 ans, j'ai fait ce métier-là, alors que mon pote, lui, était resté DG de l'ensemble en France. Je m'occupais des finances européennes, donc pour le compte de Biomet Merck, à fermer des sites, à trouver. J'ai pas fait des choses très très heureuses, hein, d'ailleurs, puisqu'il y avait beaucoup de doublons, donc il fallait choisir entre le plus gros, le mieux, le moyen, hein, bref. Donc
Mais en tous les cas, voilà, j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 2 années-là, avec en plus un cabinet aussi sur lequel là, ben, en gros, je travaillais 4 jours par semaine pour le groupe et il me restait un Et jour 4 jours et 4 jours par semaine pour le reste. compliqué. Donc, je voyageais partout. Il fallait que j'aille aux États-Unis aussi tous les 15 jours. Donc, voilà. Donc, c'était une période de ma vie qui a été quand même assez compliquée, aussi très compliquée d'un point de vue familial. Mes filles étaient jeunes, donc c'était difficile pour moi d'arriver à tout combiner. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris pendant ces 2 années-là voilà, c'est quoi l'important dans ces groupes américains ou allemands, peu importe côté. C'est quoi c'est quoi leur qualité, c'est quoi leurs défauts. Et voilà, donc quand après on applique ces recettes-là à une petite entreprise qui n'est pas encore une ETI, ben pour aller taquiner, je dirais, des monstres, puisque c'est d'ailleurs ce qui est assez rigolo, parce que les biomètres Zimmer, là, je les ai retrouvés aussi dans le dentaire, hein, donc forcément. Ben, voilà, la recette, c'est d'utiliser leurs faiblesses et savoir aussi quand il faut pas trop les titiller, ou au contraire quand il faut les titiller, parce que là c'est le moment, parce que de toute façon elles vont vous bouffer, parce que à la fin c'est comme ça que ça marche. Donc ça aussi, il faut bien être clair sur les règles et c'est pour ça que j'ai fait aussi cette opération aux États-Unis l'année dernière avec le mastodonte avec lequel je me suis associé. Parce que quand on veut rentrer dans un métier comme ça, qui est le métier qui est l'idée aujourd'hui par, on va dire, 5 multinationales qui contrôlent 80% du business mondial, il faut rester très, très humble et lucide. Donc, il faut savoir grandir là où vous ne les gênez pas, continuer à grandir là où vous avez envie de les gêner, parce qu'il faut appuyer, faut être le gravier dans la chaussure, donc pour que ça leur fasse très mal. Et puis, mais jamais, enfin en ce qui me concerne, pouvoir penser tout seul bouffer ces boîtes-là. Donc voilà, il faut aussi, parfois il y a des gens qui rêvent. Donc moi j'adore, voilà, je suis comme tous les entrepreneurs complètement mégalos, tout ce qu'on peut, mais à un moment donné, il faut quand même être lucide sur les enjeux et sur la finalité. Donc voilà, donc j'ai toujours été très lucide avec ça, toujours. Par contre, maintenant, avec mon associé américain, là, oui, là, je joue aujourd'hui pour qu'on soit les plus gros partout et sur toutes les divisions. Mais parce que là, je sais que je peux y arriver. Donc là, c'est un vrai enjeu. Mais moi, mon enjeu, je savais que mon deal, c'était d'être le plus gros en France. Voilà, je l'ai été. Voilà, une fois que vous l'êtes, ben, c'est déjà bien. Euh, Après, ben, je le suis aussi en Afrique du Nord, je le suis aussi à l'île Maurice, je le suis aussi dans des. Mais voilà, mais il faut savoir, après, voilà, je ne serai jamais numéro 1 aux États-Unis, je serai donc. Pour ça, après, il faut s'allier et trouver des moyens pour continuer à grandir et continuer, je dirais, à prospérer sans faire les fautes de base voilà, qu'ont fait beaucoup d'entreprises pensant que parce qu'on était leader sur son marché, on allait tout écraser ailleurs. Donc, en tous les cas, sur le médical, pas vraiment, c'est pas vraiment Et si on prend l'orthopédie, si à un moment donné on a vendu, c'était pour ça. Hein. On était leader de la chirurgie de la première, leader mondial, hein, donc de la chirurgie de la première phalange du gros orteil. Donc, vous voyez un peu la niche. Hein. Mais c'est C'est pas précis, ouais. Mais il fallait trouver un truc où on pouvait exister. Parce qu'autrement, dans la prothèse de hanche et de genou, vous n'existez pas, à la preuve aujourd'hui. Hein. Donc, 4 entreprises contrôlent 90% du marché mondial. Donc, c'est le diagnostic médical, idem. Donc, voilà, quand vous avez des Siemens, des Roche, des Abbott, voilà, il faut savoir jouer dans sa cour. Donc, à un moment donné, ben, quand Elitech était au firmament, ben, voilà, on l'a vendu à un fonds. Ce fonds-là, après, l'a revendu à 1 milliard, hein, donc c'est bien quand même. On a créé, Mais voilà, mais c'est tant mieux. Après le Covid, donc quand les prix des entreprises d'IVD voilà, ont été complètement démesurés, ils ont vendu, c'était le bon moment, très bien. Mais en tous les cas, nous, tout seuls, on n'aurait pas pu aller plus haut que. Là aussi, il faut savoir. Il faut avoir fixé ses limites et savoir voilà, quand c'est le moment de passer à autre chose ou de continuer avec d'autres règles. Moi, j'ai bossé dans un fonds d'investissement américain quelques années chez Carlyle et pour développer Newton, on s'est associé à KKR, autre fonds américain. Donc,
Quand tu parles de savoir appuyer ou pas appuyer, savoir jouer avec ça, ça me parle. J'ai moi quelques, quelques idées, quelques souvenirs qui me viennent. Est-ce que toi, il y a des anecdotes que tu peux nous donner, que tu peux révéler ou pas, sur pour bien illustrer ça, quoi, et qui sur le moment où tu as su appuyer là où ça devait faire mal et pour en tirer parti. C'est pas nécessairement des anecdotes particulières, mais pour être très clair, j'ai toujours su exactement quand il fallait que je vende et à qui j'allais vendre. Et j'ai toujours fait des process dans ma vie, et ça c'est vraiment une règle pour un entrepreneur. Et toi qui viens du private equity, je suis intimement convaincu que tu seras d'accord avec ce que je vais dire. Euh, il faut toujours avoir quelque, même quand on sait à qui on va vendre, presque combien on va vendre, hein, puisque dans sa tête, il faut toujours avoir quelqu'un, donc une banque et une bonne banque avec soi, qui va gérer le process, le timing, même, et ça c'est fondamental. Et, et voilà. Et donc moi, les anecdotes que je peux donner, c'est ça, je savais quand c'était le moment et je savais à qui j'allais dire que j'allais vendre et pourquoi c'était à eux que j'allais vendre. Mais après, je déléguais encore une fois le process à Rothschild ou à d'autres. Mais voilà, c'était plus mon. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent. Tu es dans un secteur d'activité, tu as ton concurrent et tu sais qu'un jour il va te bouffer, c'est comme ça. Ok, mais c'est pas parce que tu sais qu'un jour il va te bouffer et que tu sais qu'il faut que tu te fasses bouffer tout cru. Donc c'est bien d'avoir des professionnels à ses côtés pour gérer ça. Et c'est pas toujours l'entrepreneur tout seul qui peut y arriver. Je dis ça parce que la seule fois où je l'ai pas pris, j'ai failli faire une grosse bêtise et voilà. Donc je le dis et le redis pour les gens qui sont susceptibles d'écouter cette émission. N'hésitez jamais à vous faire conseiller quand vous vendez votre entreprise ou quand vous vous associez ou quand voilà à des professionnels dont c'est le métier et qui vous gérer ces aspects du process qui sont fondamentaux. Donc alors évidemment prendre plutôt les bons, hein, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, un bon banquier d'affaires. Oui, bien sûr. Je ne peux qu'être d'accord. Je suis sportif comme toi et les marques qui sont ou qui ont été dans ton groupe me parlent et parfois même font rêver. Tu peux nous en parler? Ouais, alors nous on a commencé donc avec Racer, qui était que les gants de ski et pour la petite histoire c'était pas encore Racer puisque quand on a racheté l'entreprise c'était les gants Elura que la, la personne qui avait créé l'entreprise donc avait créé sa marque. Ça veut dire neige en basque, c'est joli d'ailleurs. Et donc, on a eu l'opportunité de racheter Racer, qui était une marque qui appartenait au groupe La Fuma, qui poussait pas. Et donc, on a racheté la marque et on a tout transformé, je dirais, les gants et Elora, etc. Donc, tout ça est devenu Racer. Donc, ça a été une première transformation marketing. Et on a redonné, je dirais, du lustre à cette marque emblématique avec laquelle Kili avait gagné les Jeux Olympiques. Donc, voilà, et c'est devenu du gant de ski, un vrai spécialiste du gant puisqu'aujourd'hui on est sur beaucoup de métiers différents, enfin, ou de secteurs différents, comme la moto par exemple, la montagne, dans lequel Racer aussi a une vraie spécificité, et puis aussi les protections, parce que de fil en aiguille, euh, ça aussi c'est nos activités médicales qui nous ont tout de suite amené à savoir comment est-ce qu'on pouvait protéger les mains, mais protéger après aussi les genoux, donc on a été parmi les toutes premières entreprises à commencer à travailler ces problématiques de protection, idem aussi sur la normalisation des protections, puisque par le médical, on avait cette culture de la normalisation, donc on a normé évidemment ces protections. Donc voilà, donc Racer est devenu bon, est toujours une très très belle marque aujourd'hui d'accessoires. Y Euh, compris pour le VTT alors du coup et pour autres. le y compris pour Parce les que je crois que c'est toi qui me protège du coup. voilà, y compris, ouais, ouais, y compris pour plein de sports encore une fois. Euh, on a aujourd'hui, si on parlera peut-être de ce qui reste, enfin, des marques
qu'on a pu vendre, mais en tous les cas, on a aujourd'hui dans le groupe CB aussi, donc les lunettes et les casques. Donc, sur les activités hiver, ça a beaucoup de sens. Donc là aussi, c'est une marque illustre et enfin, iconique française. Et on vient de rajouter Fight Art, donc qui est très récent, qui est la marque d'articles de sport qui a été créée par Teddy Riner euh, et qu'on vient d'intégrer aussi. Et Teddy d'ailleurs rejoint l'actionnariat de Racer et aussi le conseil d'administration. Donc, et il prépare aussi son après-carrière de businessman. Donc, et comme c'est un ami, voilà, donc j'essaie de lui apporter tout ce que je peux lui apporter comme savoir sur ce métier-là qu'il souhaitera faire ou qu'il fait déjà, mais il est très occupé par son sport pour l'instant, évidemment. Euh, mais donc, et là aussi, c'est exactement ce qu'on disait en début d'entretien. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir les bons réseaux. Donc, par exemple, je sais pas, Fight Art, on va à des clubs de judo, d'arts martiaux, donc ce sont nos clients ou des distributeurs à l'export qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui les stations, les magasins de stations de Racer ou de CB, ou encore les opticiens de CB. Donc il faut vraiment des réseaux de vente qui soient très très, je dirais, identifiés et autonomes. Mais autrement, pour le reste, on a une logistique, une R&D, avec des chefs de produit dans chacune des zones, une compta, une finance, une contrôle de gestion, une RH, voilà. Donc, alors que si on prend ces trois entreprises et si on les met côte à côte, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas marcher parce qu'elles seront bouffées voilà, par leur frais de structure qu'elles doivent. Et donc, typiquement, ça aussi, c'est un bel exemple de duplication, je dirais, de tout ce qu'on a pu expliquer tout à l'heure. Euh, et aujourd'hui, de faire de cette entreprise-là, donc on change de nom, hein, puisqu'elle va s'appeler Sphere Brand, donc où on va gérer des marques différentes dans des secteurs d'activité différents, et toujours sur des produits quand même qui ressemblent à de l'accessoire. Donc on n'est pas dans du textile, on est vraiment dans des produits très particuliers, très spécifiques et sur des réseaux très spécifiques. Mais on Mais a comment tu fais comment ça se fait, Teddy Riner? C'est parce que tes potes que, une fois de plus, il y a un projet humain avant le business. Et Racer, c'est pareil. alors Racer, c'était un vrai projet Racer, c'est la société qui a identifié et qui a créé notre association avec Bruno sur se dire, ben voilà, toi, tu es financier et moi, je suis commercial. On est tellement potes, on a envie de faire des choses ensemble, on va les faire ensemble. Et le médical, voilà, ça nous gonfle un peu. Donc, on va se rallier sur quelque chose. Donc, le ski, le sport. Et ça part comme ça. Donc, en fait, on avait Biotech où il n'y avait rien dedans et Racer qui est notre première entreprise D'accord. voilà, qui est structurée, qu'on Et là, rachète. t'achètes, du coup. Tu sais que c'est la marque mythique de Kili. À l'époque, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, petite entreprise à aiguille avec un entrepôt, un machin, on achète et on part. Première fois où je vais en Chine, donc voilà, où tu allais en Chine à l'époque où les gens, quand ils voyaient un blanc, ils disaient comme ça, tu vois, voilà, donc les choses ont bien changé à 25 ans, mais un vrai apprentissage là aussi d'un business très différent. Mais je prends l'exemple, pourquoi je parle de ça, les gens avec qui on travaille en Chine depuis 25 ans, c'est toujours les mêmes. Et quand on a fait le deal avec Teddy, et on a dit, tiens, il y a des petites séries à faire. On a dit, mais la Chine, c'est pas possible. On nous demande, attends, mais nous, on nous demandera rien. Et ça aussi, et voilà, 25 ans avec des Chinois, ça a aussi beaucoup de valeur. Donc, du coup, tu peux faire, voilà, tu peux commencer à faire 300 kimonos. Donc, c'est aussi une vraie, dans toutes les Ouais, c'est entreprises, toujours les avantages de ta centralisation de certains services. et aussi le Et de ton savoir-faire. historique, ouais, bien sûr. Le savoir-faire qui peut être un savoir-faire déporté, mais avoir un bon fournisseur en Chine que tu as gardé pendant 25 ans et qui aujourd'hui, tu lui commandes des millions d'euros sans ouvrir une lettre de crédit. Et tu vois, ça aussi, c'est des choses, ça existe encore. Voilà, donc c'est bien. Donc ça aussi, moi, je crois beaucoup aussi au business. C'est un peu con ce que je vais dire, mais au business à l'ancienne. Tu vois, donc le business voilà, ce business-là on ne déroge pas les règles, on se boit,
Voilà, il n'y a pas d'algorithme d'IA, tu vois, je te dis que je le fais, on fait. Voilà, donc ça, j'espère que ça restera un peu, tu vois, que ce business électronique aujourd'hui qui remplace tout, mais qui est encore ça dans la vie de l'entrepreneur, parce qu'autrement, ça sera compliqué d'arriver pour avoir des gens qui aiment faire ce qu'ils font. Tu vois, cette passion, tu l'as plus là à mon sens. Hein, Non, non, mais moi, je suis pas trop inquiet parce que j'espère et je pense que l'IA restera au service des humains et que tant que les humains garderont le contrôle en étant des animaux sociaux, faut pouvoir faire société. Donc, si on fait pas, s'il n'y a pas un minimum de respect tout court ou de respect aussi des engagements, de la parole et des contrats si nécessaire d'avoir des contrats, ben, ça va être compliqué, quoi. En tout cas, moi aussi, je serais hors jeu. Ouais, mais je crois, tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, on normalise tout, on, on légalise ou on illégalise tout, et au final, c'est- moi, j'ai jamais eu l'impression de faire des choses illégales dans ma vie quand j'ai fait du business, où t'as pas rédigé un contrat parce que ben, tu as dit au mec que tu lui as acheté son truc et que tu lui as acheté. Et que tu lui as acheté quand tu lui avais dit que tu allais l'acheter et que tu l'as acheté au prix où tu avais dit que tu allais l'acheter et qu'en contrepartie de quoi, ce qui te vendait, c'était ça, ça et ça et qu'il n'y avait pas autre chose. Et que dans la mesure où c'était respecté, c'est des choses qui se faisaient. Donc, alors une entreprise, c'est un peu différent, mais encore une fois, je crois beaucoup à ça. Donc aujourd'hui, il faut que les gens se fassent confiance et que ce soit pas seulement, encore une fois, une espèce de cadre dans lequel il faut d'abord apprendre pour savoir et puis après tu fais le business. Moi, je sais que j'aurais jamais pu faire ça si ça avait été ça. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus. Tu vois, aller faire du business en Chine aujourd'hui, ben, ça reste encore. Il y a encore beaucoup ça. C'est rigolo, hein. Et il y a encore beaucoup ça. Il y a encore beaucoup ça où tu as des gens qui te disent oui, je veux, non, je veux pas. Euh, voilà, oui, je mets dans un conteneur, non, je mets pas dans un conteneur. Tu vois, c'est pas. Ils disent non, mais moi j'y avais passé quelques mois en 2005, donc j'ai été aussi le blanc. C'est un sentiment surprenant quand tu es un homme blanc qui grandit en Europe de te sentir pour une fois Ouais, ouais, en ouais. minorité. Ouais. Euh, je me rappelle très bien un épisode où je prends un ascenseur, il y avait une maman avec son jeune bébé, quoi, qui s'est mis à pleurer en me voyant. Donc là, tu te dis, il n'y a pas de culture, c'est juste que c'est un bébé, il n'a pas réfléchi. Et je lui ai fait peur, quoi. Petite anecdote. Mais je sais pas à quel point, parce que pour le coup, enfin, pour être un Méditerranéen comme toi, de culture latine, pour avoir quand même travaillé en Chine aussi, et finalement en ayant trouvé beaucoup de proximité avec un peuple commerçant, je trouve, si je peux me permettre, une sorte de généralité un peu à deux balles. Euh, et pour bien connaître les Américains qui, à l'inverse, sont quand même beaucoup dans le droit, Dans le la droit. procédure, le déclaratif, Ouais, la compliance. ouais. Je pense que c'est eux qui ont beaucoup d'éteint sur nous et que c'est ça que tu Ouais, décris aujourd'hui, de cette nécessaire normalisation d'un peu tout, c'est de voir déclarer, voilà. lesquels qui sont redoutables et, et, et- et c'est encore une fois c'est une façon d'être qu'ils ont créée, qu'ils maîtrisent parfaitement, dans laquelle ils veulent nous faire rentrer et au fond qu'eux respectent à leur manière. Donc Pas toujours. Eh ouais, non mais je trouve qu'on est très fort nous pour faire nôtre leurs règles, et alors que derrière, ils vont pas toujours les respecter. mais voilà, mais après ça les Petite empêche pas, généralité qui fait du bien. ça les Voilà. empêche Quoi leur balance. ça les empêche pas de savoir faire du business et d'avoir un pragmatisme dans le business qui est extraordinaire. Donc là aussi où on a beaucoup, nous les Européens, à apprendre. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de cette culture américaine qui est intéressante quand voilà, le access to market américain, c'est une règle d'or je dirais, à dupliquer, quel que soit le produit, quel que soit le service. Donc, voilà, donc ils ont cette culture du client et du marketing quand même qui est exceptionnelle. Donc il faut garder le bon et puis voilà. Et puis après, essayer de bâtir, encore une fois, un environnement sociétal dans lequel on peut continuer
à s'exprimer et à être bien, parce que on en revient toujours à la même chose. Nos entreprises, c'est avant tout des femmes et des hommes. Et il faut que le matin, quand les gens se lèvent, il faut qu'ils aient la banane pour aller bosser, parce qu'autrement, c'est pas possible. Et L'enthousiasme. J'en voilà, il parlais hier soir avec mes équipes. faut avoir que des gens positifs autour de soi, voilà, des gens qui vous exposent des solutions d'abord avant de vous parler des problèmes, ou qui vous exposent les problèmes avec les solutions qui viennent derrière. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on continue à faire tous les jours, parce qu'autrement, on s'arrête vite et on se retire, voilà, sur une île déserte, et puis on fait autre chose. J'ai une dernière question sur tes business. Après je voudrais qu'on passe sur ton territoire, que je partage avec toi d'ailleurs. Tu as vendu des belles boîtes au bon moment et je comprends que avant qu'elles acquièrent une certaine taille, elles sont quand même portées par des fonctions support en centrale. Ce qui peut du coup être j'imagine, une faiblesse le jour où elles doivent voler leurs propres ailes et qu'elles ne profitent plus de cette structure, de ces services support. Comment tu l'anticipes ça? Comment ça a marché? Pourquoi ça a été un succès? Est-ce que c'est du coup parce que tu les as autonomisées avant qu'elles prennent leur envol? Alors, quand tu sais à qui tu dois vendre, donc je te prends l'exemple de Biotech Ortho qu'on vend au numéro un mondial des implants américains. Donc, euh, quand on sait qu'on va vendre cette société au numéro un, forcément, aux implants d'extrémité, hein, donc chirurgie de la main et du pied. Eux, ils ont 300 entreprises partout dans le monde, ça sert à rien que tu leur revendes la boîte comptable, le machin, le truc, le reste. Donc là aussi, c'est un talent de ça. Et ouais, c'est un atout. Et au final, tu vends l'outil de prod parce qu'il y a un savoir-faire particulier. Et derrière, tu vends le réseau commercial. Donc les produits, les brevets, les machins, les trucs et tout le reste. De toute façon, il t'aurait dit l'informatique. T'as quoi? T'as On va SAP. brancher sur nous, ouais. Ouais. Là, c'est du bon. De toute façon, tout ça, c'est réglé. Donc, par exemple, là, c'est un gros atout. Euh, je te dirais Polychef, c'est la même chose. Je vends un Michelin, donc on savait qu'on allait vendre. Voilà, donc c'était pas grave d'avoir les services support qui étaient au-dessus à la maison mère. Donc, au contraire, tu vois, tu vends à la limite, tu vends sans double, sans doublon, sans machin, sans truc, sans reste, et c'est parti. Tu limites le même problème. Et merde, tu vends à Elitech, un fonds d'investissement, forcément, même si on n'avait pas tout coupé du groupe, donc c'était très très autonome, ben, tu fais un plan sur 24 mois de comment tu vas transférer l'IT, comment tu vas transférer et tu remusques, donc ce qu'on a fait. Voilà, idem quand je m'associais avec les Américains l'année dernière, je savais qu'eux voulaient de toute façon une coupure totale avec, ce qui est normal, avec le groupe que je dirigeais aussi, et donc l'IT en particulier. Donc ben, pareil, tu fais un programme sur 24 mois, ce qu'on a fait, où voilà, au bout de 24 mois, il n'y aura plus aucun support, si tu veux, de service du groupe qui pourra être donné, hormis ben, ce qu'on aura décidé qu'on garde, et ça, encore une fois, c'est très différent. Mais voilà, c'est des choses qui se. Encore une fois, c'est des choses qui se préparent parce qu'à l'origine, tu sais quand tu dois vendre et au fond, ta cible. Voilà. Si Ce qui j'avais semble dit. facile, mais c'est quand même compliqué, hein. Bravo, parce que avoir l'humilité de se dire, là, avec moi, cette boîte, on est allé au bout et vaut mieux qu'elle continue sa vie avec quelqu'un d'autre. Et c'est lui, à ce moment-là, qui est le mieux placé. Ça semble facile à dire. C'est dans la pratique est plus difficile. Ouais, peut-être. C'est certainement une qualité de savoir vendre au bon moment. Après, dans les faits, quand c'est fait, tu te dis ben, que tu l'as toujours fait au bon moment. Mais tu vois, quand Elitech a été vendu l'année dernière et qu'on m'a dit, ah putain, tu te rends compte, la boîte que tu as créée, elle a été vendue 1 milliard, tu l'as vendue trop tôt, etc. Je dis, mais les gars, mais si je l'avais gardé moi, peut-être que je ne serais pas arrivé jusque-là. Donc, je serais peut-être mort dans l'intervalle. Donc, c'est pas fait. Voilà, encore une fois, il faut savoir passer à autre chose. Et la vente d'Elitech à l'époque m'a permis à moi de pouvoir investir sur des marchés ben, qui sont où j'ai créé de la valeur et qui sont là aujourd'hui. Donc, je crois qu'il ne faut rien regretter non plus quand on l'a décidé.
puis c'est comme ça, on assume, hein. Ouais, il y en a un qui m'avait dit une fois, je suis devenu riche en vendant tous mes business trop tôt. Je voudrais qu'on passe maintenant à ton territoire, parce que tu es engagé aussi, et comprendre comment ton territoire te permet de faire ces grandes choses, qui sont à une échelle qui dépasse grandement le territoire, voire même le territoire national. Mais si je peux me permettre, parce que ça fait aussi partie, moi, de mon expérience, j'aimerais commencer par une question un peu plus perso. Ça s'entend pour ceux qui nous écoutent, même sans regarder sur YouTube et sur la voix. Tu as l'accent de provençal, tu as l'accent du Sud. Est-ce que comment ça a joué est-ce que ça a joué dans ton parcours, dans notre pays qui considère que la normalité, c'est d'avoir l'accent parisien? Alors oui, bien sûr, moi j'en joue tout le temps. Euh, mais alors maintenant, sincèrement, avec les réseaux sociaux, tout ça aussi, c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai joué le petit entrepreneur de province qui comprend rien à rien. Mais oui, évidemment. Je te dirais presque que j'ai fait ça toute ma vie. Euh, que maintenant, si tu fais ça, tu passes plutôt pour te dire, mais attends, mais voilà, lui, il le fait exprès et c'est pas bien. Donc maintenant que c'est reconnu, faut assumer. Faut assumer qu'on peut être un provençal qui a réussi et qui est fier de ce qu'il a fait. Et puis c'est tout, voilà, point. Voilà. Et puis il y en a d'autres. Enfin, moi, je suis pas Rodolphe Saadé, hein, donc tu vois, chacun doit rester dans sa cour. Hein. Donc on trouve toujours plus grand, plus gros, plus beau, plus tout ce que tu veux. Donc moi, j'ai jamais, je me suis toujours servi de ça. Hein, et j'ai toujours eu ces entrepreneurs de légende plutôt comme image et comme exemple, plus que me dire, voilà, ces salopards, ils sont, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pour. Donc voilà, donc je m'applique ça aujourd'hui en me disant, mais voilà, ce que j'ai fait, c'est bien, ça aurait pu être beaucoup mieux, c'est sûr, mais c'est bien, et puis voilà, puis c'est tout. Et puis je suis Marseillais, voilà, ben c'est comme ça. Voilà, j'ai pas fait HEC, je l'ai raté. Ben c'est comme ça aussi, mais voilà, c'est pas une fin non plus en soi. Voilà, il y a aussi tout ça qu'on apprend, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de codes dans notre métier. Tu le sais, tu as fait du private equity, donc tu sais aussi, voilà, tu sais aussi comment sont les codes aussi dans ce petit milieu de la finance parisienne ou même européenne, je dirais, tu vois. Donc, mais voilà, il n'y a pas à rougir de ce que nous sommes et de là où on l'a fait, voilà, point final. Après, je te dirais que peut-être j'aurais été à Paris, peut-être qu'aujourd'hui, on ferait 3 fois la taille de ce qu'on a fait aujourd'hui. Peut-être. Mais peut-être que non non plus. Donc, Pas ça, je sûr. Hmm, pas sais rien. sûr du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu des bureaux à Paris très vite, ça c'est sûr. Et que j'ai aussi mis ma holding à Paris très vite parce que j'en avais marre d'avoir un contrôle fiscal tous les 2 ans pour que les mecs. Voilà, tu vois, non mais ça aussi, donc il y a aussi des choses comme ça qui font Ouais, quand t'es la seule grosse boîte du coin. voilà, et que du coup, voilà, donc il y a des choses qui font qu'à Paris, il y a plus de facilité. Il faut savoir, quand on est un entrepreneur du Sud, être à Paris quand il le faut. Il faut savoir prendre l'avion, le train, sa voiture, ce que tu veux. Mais enfin, en tous les cas, il faut savoir y être parce que c'est trop facile de dire tout se passe à Paris, rien chez nous. Donc voilà, ben aussi, ok, ben c'est comme ça. Donc si on veut aller chercher un peu quelque chose, il faut aussi être présent un peu là-bas. Voilà, donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Je le vois quand les associations, je dirais parisiennes aujourd'hui, hein, French Tech, French Care, tout ce que tu veux, ben, les réunions, elles sont toujours à Paris. Donc, quand tu es entrepreneur dans le Sud et que tu as un emploi du temps pour faire une réunion à la French Care, moi, je dû faire à l'inauguration, tu vois. Après, il faut que ça tombe le jour où je suis à Paris, mais si c'est pas le jour où je suis à Paris et quand j'ai pas de Et rendez-vous, encore si c'est un petit déj, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à la veille. donc Hmm. tout ça, c'est compliqué. Et c'est vrai que tout ça, dans ce microcosme parisien, c'est facile pour eux. Donc, c'est tout. Mais il faut vivre avec. C'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas. Mais Absolument. Non, non, mais bien sûr. il y a des choses où c'est plus dur. Faut savoir le dire et le reconnaître. Après, on a tellement c'est tellement mieux de faire ce qu'on fait dans le sud plutôt que de le faire à Paris. Donc il faut aussi avoir l'humilité On peut pas tout voilà, on a une belle qualité de vie, donc on peut pas tout avoir non plus. on a beaucoup de chance quand même, c'est évident.
Mais merci. Non, non, mais l'idée c'était pas de s'en plaindre, mais c'était savoir comment toi tu en avais joué dans ton parcours. Comme moi aussi, j'ai pu en jouer. Ben, c'est Je sûr. vois le Marseillais de service. Ah, on le prend toujours Tu, tu... pour une buse du coin, et puis voilà, et puis c'est bien. Bien sûr, bien sûr. Puis on sait en jouer. Mm. Bon, comme on est extramuros, j'étais quand même obligé d'en parler. Ton territoire, il apporte quoi à ton groupe? Comment ça joue? Alors, Tu as Salon, hein, que je ouais, ouais, précise. Ouais. je suis à Salon. Je, je sais pas pourquoi, j'adore cette ville. Donc, c'est pas ma ville natale, c'est pas ma ville de cœur, c'est la ville où je me suis installé pour travailler. Après, c'est la ville où mes filles ont passé le bac, c'est la ville où mes filles ont grandi. Donc voilà, donc forcément il y a quelque chose, mais plus que ça, c'est devenu, voilà, je sais pas, je suis bien là où je suis, donc j'ai envie que ça continue de bien se passer, donc j'ai envie de toujours continuer à ce que ça se passe encore mieux, donc de faire, de faire briller ma ville, parce que je sais que quand je fais briller ma ville, je fais briller mes entreprises, je fais briller notre territoire, je fais briller notre sud, et je participe un peu, voilà, comme l'OM, comme toi avec ta société, comme Saadé, comme plein d'autres, voilà, on fait partie de tous là, tant que nous sommes, à chacun à notre petit niveau, ben, on fait partie de montrer que voilà, qu'on fait aussi de belles choses dans le sud. Donc c'est la seule chose qui me rattache. Je peux pas te dire plus. Je suis pas natif de l'étape. Je suis adjoint au maire aussi. Je suis élu parce que le maire qui est devenu maire est mon pote, et que j'ai trouvé que c'était un mec super, et c'était lui qu'il fallait pour que la ville prenne tout son élan. Donc, mais c'est pas du tout, tu vois, un truc prévu. Je vais être adjoint au maire. Non, tu vois, encore une fois, c'est une rencontre et un projet, et puis on y va, et voilà. Donc c'est ça mon territoire. Mon territoire, je peux pas l'expliquer, c'est parce que j'y suis bien. Si je peux résumer ainsi, c'est ça en fait. Et c'est un territoire où tu as trouvé du foncier pour ta boîte, de Alors, l'immobilier pour tes salariés, pour eh, toi, bien sûr. et des talents. Alors, tout ça, on m'a dit, mais monter une boîte dans le sud, mais qu'est-ce que c'est difficile. Et ça, c'est vrai que c'était l'époque, tu sais, où c'était compliqué de faire descendre des Parisiens pour venir les faire bosser dans le sud, hein. Donc, et c'était compliqué pour faire descendre un étranger pour le faire bosser dans le sud. Voilà. Mais aujourd'hui, regarde, alors il y a eu le Covid qui a été un accélérateur incroyable, mais notre région, elle est mise en valeur, euh, elle est belle, on commence à avoir des infrastructures, pas assez, c'est sûr, pas assez, si on compare la région du Grand Est, que je connais bien maintenant parce que mon épouse est alsacienne, donc où ben, évidemment la problématique des transports en commun, elle a été résolue depuis tellement d'années que ben, pour les faire, nous, où on n'a rien fait pendant autant d'années, pour le faire maintenant, on comprend que ça va être long, mais en tous les cas, voilà, le TGV aujourd'hui nous rallie à toutes les grandes capitales, l'aéroport, voilà, on a la mer, on a tout, on a tout pour franchement être heureux et prospérer. On a des talents qu'on attire, maintenant il faudrait qu'on crée aussi les talents, donc il faut qu'on ait les bonnes écoles, il faut qu'on ait les bonnes personnes conformes à nos métiers, donc voilà, il faut qu'on recrée aussi tout ça, hein, et je pense que c'est en cours et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans notre territoire. Euh, donc, moi, je serais plutôt tenté de te dire aujourd'hui que j'ai envie de regarder la bouteille d'eau à moitié pleine, et dire que c'est ça qui fait que notre région, voilà, on doit la pousser encore plus, c'est évident. Et nous, les entrepreneurs, on a un rôle majeur où on ne doit pas attendre des institutions où on sait que rien ne viendra. Moi, je vois à Salon, quand je me suis installé, il y avait 0 salarié. Aujourd'hui, il doit y avoir plus de 400 personnes dans toutes les sociétés de mon groupe qui travaillent à Salon. Ben voilà, ben je dirais que j'ai créé 400 salons. Ben, donc 400 emplois, c'est 400 familles, c'est des sous-traitants, c'est des restaurants qui vivent, c'est des maisons qui se sont achetées, des maisons qui se sont construites, des électriciens qui ont mis. Ouais, c'est tout ça, donc c'est tout un écosystème qui vit. Et ça multiplié par. Parce que nous, on est un peu un exemple aussi à Salon. Et je me souviens, la ville a été élue ville la plus dynamique de France il y a 3 ans. Et mon groupe était cité, donc par le point, tu vois. Et c'est vrai que c'était un peu
voilà, il disait, ben oui, Biotech et Upperside, ça a apporté des métiers nouveaux. C'était pas que de la logistique, donc c'est d'autres métiers, voilà, des cadres qui viennent s'installer. Moi, avant, les cadres, ils habitaient à Aix ou à Marseille. Maintenant, ils habitent à Salon parce qu'ils apprécient la ville, parce que le maire a fait plein de choses aussi, a su préserver un centre-ville agréable, voilà, des équipements sportifs, des écoles, des lycées, des collèges, voilà, tout. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans notre territoire et qui sont un peu aussi initiées par les entreprises, clairement. Donc, et les maires qui comprennent ça, et donc moi, c'est la chance que j'ai eue avec le mien, hein, qui aujourd'hui dirige la ville. Voilà, c'est pas que pour les retraités, pas que pour voilà, les Les gens lecteurs, ouais. mais non, c'est pour les entrepreneurs. Et c'est la première des choses que j'ai fait quand on a été élu, c'est dire au service de l'urbanisme, voilà, quand vous avez une entreprise qui demande quelque chose, aujourd'hui, c'est en haut de la pile et c'est pas en bas. Donc voilà, donc c'est les entreprises d'abord. Et c'est juste des petits, pareil au service pour avoir une carte d'identité ou un passeport pour quelqu'un qui s'en va, ben voilà, si c'est une entreprise, ça passe devant tout le monde. Voilà, il y a un cadre qui doit partir en Chine, il a besoin d'un passeport. Ben, il y a 3 mois d'attente, il n'y a pas 3 mois d'attente, c'est tout de suite. Donc, et voilà, c'est des espèces de réflexes qu'il faut donner en disant l'entreprise, c'est super important. Voilà, super important. Et le mix, toi, il n'y a pas eu de problème de politique et économique en même temps, entrepreneur et en politique, ça se gère facilement? Moi, j'ai fait une grosse bêtise dans ma vie en faisant la campagne de Macron. Je ne regrette pas, hein, en 2016. Voilà, je crois au mec, voilà, je suis un des premiers à y aller. Je suis le premier référent en marche des Bouches-du-Rhône, alors que je suis chef d'entreprise, je n'ai jamais fait de politique à l'échelle nationale. Voilà, j'étais adjoint au maire dans ma ville, mais voilà, ça sans me faire. Sans étiquette à la base? Voilà, et je crois, voilà, je crois en Macron, je crois en la personne, je crois au projet, et comme toujours, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, et voilà, et je partis, voilà, Macron fait son annonce quand même à la présidence d'un copain de Mirabeau, on organise sa venue, on organise le dîner à Marseille, on organise le service de sécurité avec les gens du foot à Salon, ah, mais attends, mais non, les gars, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et voilà, mais là, je fais une grosse bêtise, très grosse bêtise, parce que dans la politique et le business, ça se mélange pas. Et là, ben, les dentistes euh, voilà, me clouent au pilori. Macron fait un discours à l'époque sur la présentation de son programme avec le remboursement des prothèses dentaires, enfin, l'accès aux soins et tout. Donc là, je me fais pilonner. Et là, je me dis, mais moi, j'ai fait ça de façon très candide pour essayer de changer mon pays. Je n'ai pas pensé à mon entreprise, je n'ai pas pensé aux dentistes. C'est pas moi qui ai fait le programme de Macron pour la santé. C'est pas j'ai juste donné. Ouais, j'en sais rien. Tu sais, tu fais parfois des choses dans la vie sans trop réfléchir. Là, par exemple, je n'ai pas réfléchi. Et, alors, tu me dirais aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Pour être sincère, cette campagne de Macron de 2016-2017, elle est merveilleuse. Tu sens, tu pars de rien, tu représentes rien, et puis petit à petit, comme ça, tu sens le truc venir. C'est juste. Et tu as l'impression que c'est grâce à toi qui gagne, mais comme tous les mecs qui ont. Non, mais c'est très. Tu vois, tu te dis, mais hein, tu prends son élection, tu te dis, putain, c'est comme si c'est moi qui avais été élu. Alors que, voilà, et après, ça s'arrête là. Et après, tu n'as plus que les emmerdes, quelque part, tu vois. Donc, euh, mais, mais tu vois, ce serait à refaire, je crois que je le referai. Tu vois, Ouais, t'as connu une adrénaline sympa, là. Ouais. Et derrière, ben, au fond, je me suis expliqué avec tous les gens qui en disant, mais voilà, j'ai créé un projet, voilà, j'ai créé un projet et j'ai essayé, parce que j'étais dans la force de l'âge et encore peut-être aussi en âge de penser que tu pouvais essayer de faire des choses pour que le monde change. Tu sais, tu as toujours une fois dans ta vie, toi, tu es jeune, donc tu vas avoir ça. Ou si tu l'as pas encore eu, tu vas l'avoir.
mais après, en vieillissant, tu comprends que c'est plus possible. Donc de ce côté-là, tu reviens voilà, tu es plus sage. Donc aujourd'hui, beaucoup plus sage. Voilà. Donc entreprise et business, politique et business, ça se mélange pas. Merci. On prend la, Ouais. on prend la leçon. Très bien. Non, et puis bon, peut-être qu'on va te retrouver ministre de l'Industrie NC4, on ne sait pas. Non, 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 ça ne se mélange Non? pas. C'est-à-dire, Non, 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 mais non, après, bah, peut-être que tu mélangeras pas, mais non, ça ne se tu mélange pas basculeras. et c'est comme ça. Et si tu es obligé de le mélanger, c'est parce que c'est parce que tu peux pas faire autrement. Hein. Donc, par exemple, je suis toujours député suppléant, tu vois. Donc, quand mon député a été pressenti pour être ministre des Transports, je peux te dire que lui était peut-être très content, moi je l'étais beaucoup moins. Euh, voilà. Dans ce cas-là, tu dois y aller. Hein. Et moi, j'ai été, quand je l'ai aidé à être élu député, c'était pour que lui soit député, pas pour que moi je sois député. Donc, mais voilà, mais après, voilà, donc ça fait partie des choses où parfois tu peux faire des bêtises et il faut pas voilà, il faut pas que ça ait de conséquences sur le business. C'est ça que quand je dis le business, c'est les entreprises. Il faut pas que les gens qui travaillent avec moi, ils n'ont pas à avoir de retombées négatives à cause de moi parce que j'ai fait une bêtise de supporter ou de faire de la politique alors que j'aurais pas dû en faire. Donc tu vois, tu es agnostique quand tu fais du business. Et c'est peut-être dommage, hein, mais parce qu'après, évidemment, dans le choix des politiques, tu auras forcément que des politiques qui, en tous les cas, ne seront pas entrepreneurs, parce que c'est pas compatible. Président de foot et politique, je peux pas m'empêcher de penser Ouais, ouais, ben, tu vois, ben, et à ouais, Monsieur ouais, Tapi. il avait dit, mais comme Dupond-Moretti, hein, tu sais, Mm. quand il avait dit, si un jour on vous propose d'être ministre, un, personne ne me proposera, et deux, jamais de la vie, qu'est-ce que je fasse? Et puis le jour où on te le propose vraiment, tu vas. Et, euh, et Tapi avait dit la même chose. Au final, faut être humble. Et le jour où ça t'arrive, il faut savoir dire non si tu sais que c'est pas possible. Voilà, c'est ou tes entreprises ou ministre, mais pas les L'un ou deux. l'autre. Ouais. C'est ou, c'est pas et. Voilà. Écoute, merci. Une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu voulais nous dire encore? Mais écoute, on s'est dit beaucoup de choses. Donc, C'est beaucoup de choses et très intéressantes. En général, je termine par l'équilibre vie pro vie perso, mais toi tu as répondu dès le début. C'est que c'est que tout ça c'est ta passion, donc il y a pas de t'as pas de vie, une pro une perso, t'en as qu'une. malheureusement, J'aime. et c'est ce que je dis à mon entourage, je suis quelqu'un d'extraordinairement égoïste, donc vous êtes obligé de vivre avec moi. Si vous voulez vivre avec moi, il faut vivre ma passion. Et c'est, en fait, je suis pas du tout égoïste, hein, mais au moins pour ça, ça je le suis et je l'ai compris. Mais et voilà, pour mes enfants, mes petits enfants, ma femme, donc mes parents, et c'est un vrai projet familial, tu vois. Donc voilà. Après, pas tout le monde est obligé d'être dedans, mais en tous les cas, il faut respecter ça parce qu'autrement, autrement, ça crée des clivages qui sont rédhibitoires, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pareil, tu vois, la politique, c'est ou l'un ou l'autre. Ben là, pour la famille, c'est et l'un et l'autre, parce que si on te demande un choix, c'est compliqué. Tu vois, donc voilà. Oh, puis c'est Donc, ce qui t'anime et qui te donne ce souffle au quotidien, quoi. oui, complètement. Cet Ah, enthousiasme. et mon rôle, c'est d'essayer de le faire comprendre aux gens qui m'aiment et qui sont autour de moi, tu vois, et qui comprennent ça. Et puis au final, ben voilà, au final, tout le monde le comprend. Mais c'est pas facile, tous les jours. Merci Philippe pour ce beau témoignage Merci beaucoup. et à très bientôt. Merci, au revoir, merci.